Donc bonjour à tous. Nous entamons cette troisième journée des rencontres d'histoire critique de Gennevilliers. Aujourd'hui, donc ce matin, avec une table sur l'olympisme, l'alter-olympisme et l'anti-olympisme. C'est commencé. Merci notamment à Anne Joëlet et au cahier d'histoire pour organiser cette rencontre. Cette thématique, forcément, et aussi la thématique de ces rencontres sont en lien avec un événement qui arrive à Paris, les JO. Donc on s'est dit que c'était intéressant. Il y avait aussi la Coupe du Monde et d'autres événements sportifs, donc que c'était intéressant d'aborder ces questions sous l'angle de l'histoire critique, et notamment sur l'histoire de l'olympisme, des tentatives de mettre en place d'autres modes de fonctionnement olympique, ou sur le boycott ou les critiques envers l'olympisme. Il y a matière à travailler aux historiens. Et d'ailleurs, il y a eu un très beau numéro des cahiers d'histoire qui porte sur ces questions et que je vous invite à lire. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 3 des auteurs et aussi 2 des co-directeurs, des coordinateurs, comme on dit, de ce dossier pour vous donner envie d'en savoir plus et commencer à donner des éléments de réflexion sur cette question. Donc forcément, là, on est plutôt sur les JO de l'époque moderne, dont la première édition était en 1896, et où, dès le départ, il y a eu, donc j'apprends ça grâce au cahier d'histoire, un boycott par l'Empire ottoman de ces JO, et on verra qu'au fur et à mesure, il y en a eu d'autres, des boycotts, comme des tentatives de proposer autre chose. Donc voilà, cette table ronde vise à faire le point sur les différentes mobilisations qu'il y a pu y avoir autour des Jeux Olympiques et sur comment se sont structurés d'autres projets. Avant de commencer, je vais quand même passer la parole à un des co-coordinateurs du dossier pour qu'il vous en dise quelques mots, et notamment la problématique qu'ils ont adoptée. Merci beaucoup Louise. Merci à toutes et tous d'être venus. Un grand merci pour commencer à Anne Joëlet, directrice de publication des cahiers d'histoire, à Nicolas Tarditz aussi, qui a réalisé un gros travail justement de coordination, d'aller-retour entre les auteurs, les évaluateurs, parce que ce sont des articles soumis aussi à des processus d'évaluation. Un grand merci aussi aux auteurs, et notamment Karen Bretin à ma gauche. Donc avec Igor, on a coordonné ce numéro qui s'inscrit aussi dans la suite et la continuité de nos recherches. Alors bien sûr, le contexte lié à la prochaine édition olympique à Paris a aussi pu nourrir et participer à l'élaboration et la réalisation de ce dossier-là, mais surtout ce dossier a prolongé un certain nombre de questionnements théoriques qui nous animent, puisque nous travaillons assez largement sur les processus de politisation et de dépolitisation aux prises dans l'espace des sports et le champ politique, et nous montrons comment finalement cette politisation et dépolitisation est enchevêtrée, mais est aussi ambivalente dans le sens qu'elle est souvent déniée par leurs acteurs. Donc ce numéro vise aussi à retracer une histoire politique de l'olympisme en montrant d'une part le caractère illusoire et chimérique de l'apolitisme sportif revendiqué par ses dirigeants et notamment Pierre de Coubertin, puisque cette revendication de neutralité a traversé ce projet de rénovation des Jeux Olympiques modernes, et on voit bien que depuis plus d'un siècle justement de nombreux conflits politiques, diplomatiques, mais aussi de mouvements boycott ont traversé l'institution olympique. Et le but de ce numéro, c'est de montrer aussi à travers des cas peut-être moins médiatisés que celui assez connu des Jeux de Berlin avec Hitler, ou de la représentation iconographique de John Carlos et Tommy Smith qui brandissaient le poing, à travers des cas peut-être moins connus, de montrer qu'une histoire par le bas permet de mettre en exergue tout un tas d'enjeux politiques, à la fois au cœur de l'espace des sports, portés par des sportifs, des athlètes qui ne disposent pas au départ forcément des ressources et des dispositions pour s'engager, mais aussi par des acteurs plus ou moins éloignés de cette institution politique et qui vont se saisir de l'événement pour porter justement à l'agenda politique un tas de revendications.
Bon, je ne vais pas m'éterniser, je prendrai la parole sur mon article par la suite. Et je laisse la parole à Karen pour commencer. Tu la présentes. Oui, donc je me suis dit que j'allais vous présenter au fur et à mesure nos 3 intervenants. Donc d'abord Karen Bretin-Maffioletti, qui est maîtresse de conférences en histoire du port et des loisirs à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, qui sera bien représentée donc, dans ces journées. Spécialiste de l'histoire du mouvement sportif ouvrier, de l'histoire des sports et des loisirs dans les milieux populaires et du rapport au sport et à la presse. Votre thèse était déjà sur l'histoire du mouvement sportif ouvrier en Bourgogne, un autre regard sur les organisations sportives travaillistes. Voilà, et dans donc, ces cahiers de santé, vous avez publié un article sur modèle et contre-modèle olympique dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est sur le succès oublié de ces manifestations sportives internationales. Donc vous allez nous les présenter, essayer de montrer leur raison d'être et puis les principes qui les gouvernaient. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation, votre accueil. Je suis très heureuse d'être là et je vais essayer de vous présenter en quelques mots le sujet de l'article, mais aussi du jour, sans trop peut-être m'aventurer dans les détails. On aura l'occasion d'y revenir. Je ne sais pas comment on fait pour le diaporama. Je vous fais coucou. D'accord, très bien. Donc, comme le dit le titre de la présentation, je vais essentiellement vous parler de l'entre-deux-guerres. On peut peut-être déjà passer, qui se trouve être une période très riche d'organisations sportives internationales diverses qui ont un succès particulier, dont le succès croît au cours de cette période de l'entre-deux-guerres, qui deviennent de véritables événements au sens commun, mais aussi au sens des historiens et des historiens du sport en particulier, dont certains ont été beaucoup étudiés. Ce succès tient à la diffusion parallèlement du fait sportif au plan international, qui va amener vers les compétitions un plus grand nombre de nations et un plus grand nombre de sportifs. Et puis il tient aussi à la médiatisation grandissante du fait sportif, qui va assurer le retentissement des rencontres bien au-delà de l'enceinte du stade. Alors on peut parler, comme vous le voyez sur... Non, c'était pas le signe. Sur la photo de gauche des Jeux interalliés de 1919, qui sont peut-être les moins connus des Jeux qui sont figurés ici. Ils ont été organisés à Paris en 1919 par l'état-major marocain, américain, je vous prie de m'excuser. Pardon. Ces Jeux étaient censés célébrer la paix revenue en Europe, tout en excluant évidemment les vaincus. Et ils auront été finalement surtout une parfaite opération de promotion du modèle américain de culture physique et de formation de la jeunesse. Bien évidemment, on pense aux Jeux olympiques qui ont marqué cette période de l'entre-deux-guerres, donc les éditions de 1920, 24, 28, 32 et 36 enfin, marquent un essor sans précédent de l'olympisme et de ces manifestations internationales. On peut évidemment aussi citer les Coupes du monde de football, dont la première a lieu en 1930 en Uruguay, à l'initiative des dirigeants du football international qui sont à ce moment-là français, qui ont donc le projet de cette première Coupe du monde, qui sera suivie d'une édition en 1934 organisée en Italie, une autre en 1938 en France, les deux ayant été remportées par l'Italie dans les circonstances que l'on sait ou que l'on imagine. Alors, l'entre-deux-guerres est pour l'olympisme, oui, là on peut peut-être passer, merci, et pour l'olympisme une phase d'essor, de consolidation de sa position dominante dans le mouvement sportif international, sous la présidence de Pierre de Coubertin jusqu'en 1925, puis sous la présidence du comte belge Henri de Baillet-Latour. Le modèle des JO se renforce pour les raisons que je viens d'évoquer. Pour autant, l'entre-deux-guerres est aussi une période au cours de laquelle vont éclater un certain nombre de controverses, voire de scandales. Quand bien même l'organisation des Jeux précédents, en 1912 à Stockholm, avait été jugée particulièrement efficace. Pour la première fois, les 5 continents avaient été représentés en 1912. On avait introduit tout un tas d'innovations, comme le chronométrage des épreuves en athlétisme. Bon, tout semblait particulièrement bien se passer, mais l'entre-deux-guerres est une période plus compliquée finalement, un peu de manière contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, puisque l'annulation des Jeux de 1916, puis le fait que les nations vaincues ne soient pas invitées aux Jeux de 1920 et 1924 vont constituer une sacrée entorse à la règle de la trêve olympique et à la prétendue, qui était déjà évoquée, la prétendue neutralité qui doit gouverner les Jeux olympiques.
Plusieurs incidents ou accidents émaillent les éditions de 1920 et 1924, qu'il s'agisse de faits de violence sur le stade ou des célèbres esclandres des escrimeurs italiens qui quittent la salle d'armes en fustigeant l'arbitrage et en chantant des hymnes fascistes en 1924 à Paris. Les Jeux de 32 à Los Angeles sont plutôt connus pour finalement avoir peu mobilisé les foules pour cause de trop grand éloignement. Enfin, il est inutile de rappeler, c'est le sens des images qui sont derrière moi, de rappeler ce que les nazis ont fait des Jeux de Berlin en 1936, c'est-à-dire une très vaste opération de propagande, à la fois auprès de la population allemande et aussi pour l'extérieur, pour l'Europe et le monde, une propagande malheureusement assez efficace qui a affaibli le comité olympique, puisque sa complicité tacite en cette occasion a été assez largement mise en évidence et dénoncée. Donc, finalement, cet entre-deux-guerres est à la fois un moment où le mouvement sportif va vraiment olympique va prendre son envol, mais celui aussi au cours duquel il a subi des concurrences qui auraient pu peut-être avoir une autre issue que celle qui a finalement été la sienne, ou étaient les leurs s'il s'agit des concurrences. Alors, la remise en cause du mouvement olympique est d'autant plus sérieuse, effectivement, que d'autres organisations sportives internationales, à ce moment-là, choisissent de mettre sur pied des compétitions sportives de grande ampleur. Elles sont plus ou moins, ces organisations, hostiles au mouvement olympique, mais quoi qu'il en soit, leurs promoteurs entendent tous proposer des manifestations différentes des JO, et donc les concurrencer en se plaçant sur le terrain, des terrains où le CIO n'est pas, c'est-à-dire celui du sport féminin tout d'abord, et puis celui du sport ouvrier, pour se rapprocher un petit peu de l'objet de ma communication. Donc voilà, un mot maintenant peut-être pour rappeler l'histoire institutionnelle du sport ouvrier international, alors qui est décrite ici à partir du cas français. Je vous prie de m'excuser, cette diapo dont tout le monde aura compris qu'elle provient de mes cours de première année STAPS à Dijon. Si on oublie la France dans un premier temps, on peut observer, et c'est notamment André Gounod qui le fait dans la bonne synthèse qu'il a publiée récemment, que les fédérations nationales sportives ouvrières émergent au tournant du 19e et du 20e siècle, essentiellement en Europe, et elles se ressemblent dans le sens où elles rejettent toutes les fédérations déjà existantes et où elles affichent toutes aussi, plus ou moins ouvertement, un double objectif de formation physique et de socialisation politique de leurs membres. Ces organisations ont aussi en commun de connaître une augmentation importante de leurs effectifs après la Grande Guerre et d'atteindre leur apogée au cours des années 20 et des années 30. Alors, le développement du sport ouvrier est cependant très contrasté. Il y a des poids lourds, comme l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, avec des centaines de milliers de membres dans les organisations sportives ouvrières, et puis des pays qui sont un petit peu plus en retrait, c'est le cas de la France. Néanmoins, vous le voyez ici, en France, le sport ouvrier naît au début du XXe, en 1907, via l'Union sportive du Parti socialiste, qui change d'appellation, qui voit grossir un petit peu ses rangs à partir de 1919, sous le nom de Fédération sportive du travail. En 1923 intervient une scission qui va distinguer un mouvement sportif ouvrier français de sensibilité socialiste et un autre de sensibilité communiste, l'unité n'étant retrouvée qu'en 1934, dans une logique déjà de front populaire, avec la formation de la FSGT, Fédération sportive hégémonique du travail, en 1934. Alors ce succès assez tardif et assez mitigé du sport ouvrier français au regard d'autres organisations nationales ne l'empêche pas ou ne les empêche pas, ces organisations, d'être affiliées, et c'est finalement l'objet du jour, ne les empêche pas d'être affiliées à des organisations sportives ouvrières internationales qui sont au nombre de deux. L'une de tendance réformiste qu'on appelle couramment l'Internationale sportive de Lucerne est fondée en 1920 et l'autre Internationale rouge sportive de tendance communiste, proche, très très proche du Comintern, qui est formé à Moscou en 1921. Les rapports entre les deux organisations sont tendus jusqu'au milieu des années 30, mais je n'entrerai pas trop dans ces discussions-là. Elles sont néanmoins unies, ou en tout cas elles se ressemblent par un rejet fondamental du mouvement olympique et donc du sport bourgeois, une hostilité que vont bien leur rendre les dirigeants du CIO.
Ces organisations, j'essaie d'accélérer finalement, je crois que ça va être plus long que je pensais. Ces organisations sportives ouvrières internationales vont donc organiser au cours de l'entre-deux-guerres un certain nombre de manifestations de grande ampleur. Côté communiste, donc c'est plutôt en haut de ma flèche là, on parle de Spartakiades internationales qui ont lieu en 1928 à Moscou, puis en 1931 à Berlin. Il y a un autre événement qui ne figure pas ici parce qu'il est finalement assez peu étudié, assez peu connu, mais il y a eu une Spartakiade à Lyon en 1933. Une autre Spartakiade était annoncée à Moscou. Elle a finalement été annulée au profit en 1934 d'une manifestation dont l'intitulé exact doit être Rassemblement international sportif contre le fascisme et la guerre, manifestation donc qui se tient à Paris. Côté réformiste, c'est-à-dire sous l'égide de l'ISL, l'Internationale sportive de Lucerne, sont organisées des manifestations, et d'ailleurs c'est significatif d'une moins grande aversion pour le modèle, des manifestations qu'on appelle Olympiades. Des Olympiades ouvrières ont donc lieu en 1925 à Francfort, en 1931 à Vienne, et c'est la plus importante de toutes en termes de nombre de participants, et puis une autre a lieu en 1937 à Anvers. Ces manifestations sont différentes les unes des autres, mais aussi ont des points communs, ce qui autorise finalement à en parler de manière conjointe. Elles doivent célébrer et concrétiser l'internationalisme prolétarien. Elles doivent détourner les sportifs des classes laborieuses des organisations bourgeoises et les attirer dans les sections ouvrières locales, régionales et nationales. Et elles ont aussi pour ambition, à travers ces Jeux internationaux, de promouvoir une culture physique autre, différente, prolétarienne, où la performance et l'excellence sportive, notamment dans un premier temps, passeraient au second plan. Alors, quelle a été la réalité de ces événements, au-delà des belles affiches qu'on peut voir? Oui, je crois qu'on peut passer. Très vite, ce sont des événements majeurs en termes de mobilisation des masses, des personnes, à la fois côté pratiquants et côté spectateurs. On a des chiffres que je ne vais pas égrener parce que de toute façon, la suite, la série de chiffres n'est pas complète, mais on a une fréquentation qui est vraiment très importante. Plusieurs milliers de sportifs sont représentés, 15 à 20 nations sont présentes, parfois un petit peu moins, mais guère moins, au cours des différentes éditions que j'ai mentionnées. Et puis, je vous parlais de l'Olympiade ouvrière de Vienne qui rassemble vraiment beaucoup de personnes. On est exactement à, je crois, je cherche le chiffre exact, 77 000 sportifs et 22 fédérations. Alors, parmi ces 77 000 sportifs, il y a environ 30 000 Allemands et 35 000 Autrichiens. Néanmoins, c'est évidemment un événement majeur qui dépasse, ne serait-ce que d'un point de vue comptable ou du nombre de personnes réunies à Vienne, qui dépasse de loin les Jeux olympiques. On peut passer, merci. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut en dire du côté de l'histoire du sport, ce à quoi se sont attachés les historiens du sport, après avoir rappelé finalement ce que je viens de dire. Et j'aurais peut-être dû dire aussi qu'André Gounod est le plus pointu sur ces questions du sport ouvrier international, et il pourrait tout à fait intervenir et ferait sans doute mieux que moi. Les historiens du sport en France ont utilisé étudié ces manifestations sous l'angle de leur représentation dans la presse. Et on voit que à partir de l'entre-deux-guerres, on va dire dans la galaxie communiste en général, et dans la presse qu'on peut qualifier d'ouvrière dans un sens plus large, c'est-à-dire aussi bien dans l'humanité que dans le populaire, on va avoir des textes nombreux qui parlent de ces manifestations, de ces Jeux internationaux ouvriers, que ce soit les Spartakiades ou les Olympiades ouvrières. Et ça va permettre un renouvellement du discours communiste ou de gauche, on va dire, sur le sport, dans le sens où la critique acerbe, virulente, radicale et en bloc de tout ce qu'était le sport qui prévalait jusqu'à la Première Guerre mondiale, à la fin du 19e et au début du XXe siècle, va non pas être abandonné sur place, mais s'assortir
discours tout aussi engagé, mais au profit donc dans un tout autre registre qui va être celui de la célébration du mouvement sportif ouvrier et de ces fêtes qui sont magnifiées dans la presse. On pourrait lire un extrait qui raconte la fraternisation des sportifs français et allemands embarqués sur le même bateau en partance pour Moscou et pour la Spartakiade de 1928. C'est très lyrique, c'est très bon. Voilà, on voit bien que le discours communiste sur le sport se façonne, se fabrique, s'invente au moment de couvrir ces grands événements internationaux. Alors maintenant, peut-être un mot pour se demander si le sport ouvrier international a véritablement atteint son objectif, qui était de promouvoir une autre culture sportive, un autre format, un autre modèle de manifestation internationale. Alors on peut voir les choses de deux manières différentes, mais qui ne sont pas opposées. Soit on se dit que c'est quand même très ressemblant, même s'il y a des spécificités, ou alors on choisit de pointer les spécificités et de considérer qu'il y a eu de véritables inventions, de véritables innovations du côté du mouvement sportif ouvrier international. Alors effectivement, au premier regard, ces photos que je trouve belles d'ailleurs, que j'ai trouvées en préparant cette communication, qui ont toutes été prises lors de cette fameuse Olympiade ouvrière d'Anvers. Au premier regard, évidemment, ça ressemble au JO parce qu'on voit des foules assemblées dans des stades, des officiels qui prononcent des discours, d'autres qui les écoutent sagement assis au premier rang, et puis des épreuves sportives, l'haltérophilie, le cyclisme. On pourrait aussi avoir des photos de natation, de plongeon, de football. Bon, rien de radicalement différent au premier abord au regard de ce que propose le programme olympique. Effectivement, les manifestations sportives ouvrières internationales, comme les autres, comme les JO, mais aussi comme d'autres, on pourrait parler des fêtes gymniques de la fin du 19e siècle qui sont finalement, sous certains aspects assez proches, procèdent d'une alternance d'épreuves sportives et d'un ensemble de cérémonies, rituels qui vont entourer l'activité physique et qui, effectivement, se ressemblent. Néanmoins, on peut observer que, dans le cadre des organisations sportives ouvrières, certains rituels des Jeux olympiques, auxquels on n'a pas pu échapper, finalement, comme si c'était des invariants, des passages obligés des éléments essentiels de la mise en scène sportive internationale. Certains rituels propres au mouvement olympique sont complètement réinterprétés dans le cadre des Jeux ouvriers, notamment le fameux défilé des athlètes lors d'une cérémonie d'ouverture qui a lieu également dans le cadre des Jeux ouvriers. Ici, c'est une photo de Francfort en 1925. On voit simplement que les drapeaux des pays ont été remplacés par un unique drapeau rouge qui est le même pour tous et sur lequel on écrit simplement le nom de la délégation. Donc ici, c'est une délégation française de l'USSGT qui défile à Francfort, mais il n'y a pas de drapeau tricolore et c'est la même chose pour l'ensemble des délégations. La diapo suivante est là pour évoquer d'autres points encore qui, cette fois-ci, apparaissent véritablement spécifiques aux organisations sportives ouvrières internationales. La banderole, tout d'abord, qui accueille les sportifs, je crois que c'est encore une fois à Vienne, et qui dit fraternité. Voilà. Et puis, j'ai trouvé un document en ligne, d'ailleurs, on parlait d'archives tout à l'heure, qui provient des archives du monde du travail à Roubaix et d'un fonds d'un dirigeant du sport ouvrier français socialiste, donc plutôt côté USSGT, côté international de Lucerne, qui décrit des mouvements gymniques finalement assez classiques, assez traditionnels, qui n'ont rien de particulier, si ce n'est qu'ils sont exécutés au son de l'international. Donc voilà, on a véritablement une empreinte du politique sur des rituels bien connus, classiques, qui n'ont rien d'originaux, mais qui vont être réinventés et sur lesquels, et là on voit la plasticité, je crois, de tous ces cérémonies qui entourent la pratique sportive, qui sont particulièrement poreux ou sur lesquels le politique ou l'idéologique a une prise. Donc voilà, en conclusion, encore une fois, un petit retour à la presse pour vous parler aussi d'une autre originalité de ces Jeux internationaux ouvriers, c'est qu'ils accueillaient tout type de pratiquants.
et j'aurais sans doute dû commencer par là d'ailleurs, pas seulement des gens qui sont performants et qui sont de jeunes hommes, mais aussi des femmes, mais aussi des sportifs beaucoup moins performants. Et également, la photo est rigolote, des enfants et des adolescents et dont on raconte qu'ils sont hébergés dans des familles ouvrières, etc. Donc là, on a une dame qui fait la lecture à quelques grands enfants venus participer à une Olympiade ouvrière. Et encore une fois, la presse en France, pour dire un petit mot du retentissement qu'ont eu ces organisations en France, la presse partisane ou de gauche ou communiste en France va inventer tout un discours pour couvrir ces manifestations et participer donc de la construction d'une représentation du sport dans les milieux ouvriers, on va dire, et plus précisément communistes dans le cas de l'exemple que je donne ici. Voilà, j'espère avoir été à peu près claire. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que c'est toujours impressionnant de se rendre compte de ce que le mouvement communiste et ouvrier a réussi à construire au cours du XXe siècle. Et quand même d'essayer on nous posait la question sur le nationalisme hier, de ne pas avoir des drapeaux, de faire accéder des sportifs qui viennent des milieux, des classes ouvrières à l'époque, d'avoir un autre type de public aussi certainement, et de promouvoir des valeurs de paix et de coopération entre les peuples, c'est déjà pas rien, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc maintenant, on va donner la parole à Valentin Guéry, qui est docteur en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université Paris-Nanterre, qui vient de soutenir sa thèse en 2023, félicitations, sur usage politique de l'apolitisme sportif entre institutions partisanes et institutions municipales, une socio-histoire de la prise en charge des activités physiques et sportives par le Front National. Entre 1972 et 2022, voilà, pour être un peu précis. Donc, comme on l'a dit, il y a eu depuis le départ des boycotts de beaucoup de sortes, celle donc de l'Empire ottoman, celle des JO de Berlin qui vont donc là plutôt l'opposition par justement les mobilisations de gauche face aux JO fascistes, ou on peut penser plus récemment aussi les appels au boycott contre l'Afrique du Sud qui interdisait aux Noirs et aux Blancs de faire du sport ensemble. Et ceux qui sont moins connus, donc c'est les JO de Moscou, sur l'appel au boycott des anticommunistes et plus particulièrement donc du mouvement d'extrême droite française. Voilà pour un quart d'heure, 20 minutes. Merci beaucoup, Louis. Je vais essayer d'être au maximum succinct pour peut-être laisser davantage de la parole à Igor, qui lui traitera d'enjeux politiques plus actuels en lien avec l'organisation de la candidature parisienne, et surtout pour laisser peut-être plus de temps de discussion avec la salle. Donc, cet article que j'ai écrit dans ce numéro aborde la question sportive peut-être de manière plus incidente que Karen, qui était vraiment ancrée justement dans son analyse. Et je me suis intéressé à un mouvement de boycott qui a été orchestré par une grande partie de l'extrême droite française anticommuniste en marge des Jeux de Moscou de 80, à travers l'action d'un personnage qui est Bernard Antony, donc qui est militant anticommuniste, catholique traditionnaliste, qui a été le président fondateur au début des années 80 de deux structures qui existent encore, à la fois Chrétienté, Solidarité et La Griffe, donc l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française, donc un peu le précurseur de ce qui aujourd'hui l'extrême droite appelle le racisme anti-blanc, et qui a été élu député européen Front National en 84. Et cette communication, cet article vise à s'intéresser un peu à la manière dont cette mobilisation a été construite et dans quelle mesure l'extrême droite est parvenue, grâce à ses relais médiatiques et notamment le journal Minute, à fédérer ses réseaux, et notamment le Front National et Jean-Marie Le Pen, qui au départ, et j'en parlerai, était réticent à la participation à ce mouvement-là, et qui, dans le contexte notamment de la campagne présidentielle de 81, et avec cette recherche de signatures qu'il n'obtiendra pas puisqu'il ne sera pas candidat en 81, s'engagera dans ce mouvement-là.
Donc dans cet article, j'interroge à la fois ce mouvement de boycott en lui-même, c'est-à-dire à travers l'analyse de ses logiques et de ses ressorts, pour comprendre comment cette lutte protestataire a été menée, structurée, par quels agents, avec quelles ressources et quels soutiens. Mais j'essaie aussi d'interroger de manière plus générale des processus et des mécanismes qui ont une portée plus importante à la fois dans le champ politique et dans l'espace des sports, pour comprendre aussi les contours de la transgression de ce que Jacques de France appelle la politisme sportif, c'est-à-dire que c'est justement la politique sportive aurait tendance à transcender les clivages partisans et à la fois les acteurs de l'espace des sports et du champ politique en viennent à revendiquer la séparation entre ces deux espaces. Donc je montrerai comment cet apolitisme sportif produit un poids et des effets sur l'action de ceux qui tentent de le transgresser et qui, dans leur discours, en viennent à dénier le caractère politique de leur action. Et on verra que malgré une politisation quand même patente, dans ce cas-là encore, il y a une entreprise de dénégation de cette politisation. Donc tout d'abord, avant d'entrer dans le vif de l'analyse, qui sera bien plus survolé et superficiel que dans le numéro, il est peut-être primordial et indispensable de rappeler le contexte politique et diplomatique dans lequel apparaît ce mouvement de boycott, qui a été beaucoup moins médiatisé que celui de Jimmy Carter, président américain à l'époque, qui avait appelé au boycott, ou à une échelle réduite en France, le mouvement du COBOM, porté par des militants de gauche et d'extrême gauche libertaire. Donc j'y reviendrai. Donc rapidement, donc à la fin des années 70, dans un contexte en lien avec la guerre froide et avec une forte instabilité politique, notamment au Moyen-Orient, a lieu l'invasion de l'Afghanistan par le régime soviétique. À la suite de cette invasion, Jimmy Carter décide de prendre un certain nombre de mesures, notamment de rétorsion, à la fois des embargos économiques, mais aussi une mesure hautement symbolique qui est celle du boycott des Jeux de Moscou. Donc face aux menaces et dangers qui pèsent sur les intérêts américains, il décide justement de réagir. En France ont lieu un certain nombre de comités de boycottage qui font suite à un boycott qui avait été appelé notamment par le COBA, qui était le comité d'organisation pour le boycott du mondial en Argentine 2 ans auparavant, porté par différents militants de gauche libertaires qui protestaient contre le régime de la junte militaire de Videla. Et 2 ans après, ces réseaux préexistants se sont à nouveau déployés pour appeler au boycott des Jeux de Moscou. Donc ce boycott des Jeux de Moscou en 80 a notamment été porté par Jean-Marie Brome, qui est un sociologue du sport freudo-marxiste, qui justement a tendance à dénoncer les travers et critiques capitalistique du sport, et il est parvenu lui, à fédérer un certain nombre de personnalités issues aussi des milieux intellectuels et artistiques de gauche. Un appel avait été lancé au début des années 80 justement contre cette organisation. Il y avait pris part Michel Foucault, pour en citer quelques-uns, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Haroun Tazieff, Cabu, Bernard Lavilliers dans le milieu musical. Et à gauche, ce mouvement-là se démarquait notamment de la position de Georges Marchais, qui lui appelait à ce que la délégation française s'y rende. Et dans une interview face à Jean-Pierre Elkabbach, notamment, il avait été interrogé là-dessus, et lui disait que ça lui mettait la chair de poule de voir ces athlètes justement aller sur le terrain sportif. Donc à gauche, il y avait aussi des tensions et des conflits sur ce positionnement vis-à-vis des Jeux Olympiques de Moscou. Un autre mouvement de boycott qui, je l'ai dit, a été beaucoup plus occulté et moins médiatisé, a été organisé et mené par l'extrême droite française anticommuniste, mais ce mouvement-là s'éloigne sur énormément d'aspects de celui du COBOM notamment, tout d'abord sur cet aspect de la réversibilité de l'apolitisme sportif. C'est-à-dire, vous le voyez derrière moi, contrairement au COBOM dont les membres et les militants s'étaient déjà organisés et engagé 2 ans auparavant pour le boycott du mondial en Argentine, il y a une volte-face opérée par l'extrême droite française qui 2 ans auparavant soutenait la nécessaire séparation du sportif et du politique en demandant à ce que l'équipe de France se rende en Argentine et surtout en demandant que le sport et le politique ne soient pas entremêlés. Bon, ce positionnement-là, lorsqu'on analyse aussi à la fois la presse partisane, Minute, mais aussi les prises de parole de Jean-Marie Le Pen à l'époque,
dévoilait finalement un soutien latent au régime de Videla avec énormément d'accointances idéologiques et politiques. Donc à partir de 79, donc la nébuleuse de l'extrême droite française va s'engager, à la fois à travers l'action du journal Présent que je vais présenter rapidement, Minute, mais aussi le Front National, qui va progressivement s'engager et va aussi mener des opérations de plus en plus radicales. J'en parlerai. Donc ce travail-là consiste aussi à montrer que la politisation émane d'acteurs éloignés à première vue des centres décisionnaires, de l'institution olympique. Bon, différents travaux ont montré que les événements sportifs internationaux pouvaient représenter des fenêtres d'opportunités politiques pour les régimes. Ça a été le cas, Olivier Lenoé et Jean-Gabriel Contamant en ont parlé pour l'Argentine. Dans le cas de l'URSS, ça a été aussi un moyen de montrer la puissance et l'efficacité du régime soviétique, mais également du modèle sportif qui, dès la fin des années 70, fait l'objet d'un certain nombre de critiques, notamment en lien avec le dopage, mais aussi avec l'exploitation des corps. Donc ça posait un certain nombre d'enjeux, mais dans le même temps, pour certains acteurs dont on n'aurait pas soupçonné finalement l'intérêt de cet engagement, l'événement va aussi représenter une opportunité de mobilisation pour prolonger un certain nombre de causes et de luttes qu'il défendait depuis des années. Donc là-dessus, en 79, donc en septembre 79, la perspective de l'organisation des Jeux Olympiques de Moscou et l'appel au boycott de Jimmy Carter va représenter une aubaine pour l'extrême droite française en vue de sa lutte justement permanente contre le régime soviétique et contre le communisme. Et ce régime-là est qualifié notamment de régime le plus esclavagiste de l'histoire par Bernard Antony. Donc cette mobilisation est tout d'abord très localisée. Elle part de la région de Castres, dans laquelle habite Bernard Antony, et fédère au départ finalement peu de personnalités, à part un député non inscrit de la Réunion, Jean Fontaine. Mais avant tout, c'est un appel au boycott qui s'appuie sur des réseaux militants professionnels et catholiques dans lesquels est inséré Bernard Antony. Donc lui, à cette époque, il se faisait appeler Romain Marie, qui était ses deuxième et troisième prénoms, avant de s'engager en politique. Bon, il prendra par la suite le nom de Bernard Antony. Et à la fin des années 70, au moment de ce mouvement de boycott, il était directeur de la formation professionnelle au laboratoire pharmaceutique Pierre Fabre. Et en tant que directeur de cette formation professionnelle, il a pu fédérer notamment les soutiens de la CFDT, de Force ouvrière et de la CFTC, qui justement ont signé cet appel. Et l'initiative du journal Présent, je ne sais pas si on peut le... C'est la troisième image. Donc l'initiative du journal Présent va s'inscrire dans la continuité d'une logique éditoriale, d'une ligne éditoriale foncièrement anticommuniste. Par exemple, quelques semaines avant cet appel au boycott, paraît un texte intitulé « Justice pour 156 millions de morts ». Donc on voit qu'on est sur une proportion bien plus importante des chiffres de Stéphane Courtois, qui lui-même a été vivement critiqué, notamment par Bernard Pudal et d'autres, justement, sur l'instrumentalisation de ces chiffres. Et donc l'organisation de ces Jeux Olympiques va ouvrir la perspective pour l'extrême droite anticommuniste française, la perspective justement d'un retentissement médiatique pour aussi mettre à l'agenda politique ce problème public qui est la politique du régime soviétique, en s'appuyant notamment sur des valeurs socialement acceptables telles que la liberté ou la dignité humaine. Donc Bernard Antony, j'en ai parlé rapidement, mais pour le présenter brièvement, lui se déclare comme viscéralement anticommuniste. Lorsqu'il faisait son service militaire à Pau, il avait intégré la branche jeune de l'OAS Métro, donc il distribuait des tracts pro-Algérie française. Il a ensuite rejoint les comités Tixier-Vinancourt. Ensuite, il était plus inséré dans les réseaux solidaristes avant de rejoindre le Front National au milieu des années 80. Donc, rapidement, le journal Minute va justement se succéder et se faire le relais de l'action du comité de boycottage. Donc, ils appelaient ça le comité de boycottage à l'époque. Et pour le journal Minute, c'est aussi l'occasion de relayer justement ces appels
au boycott de l'URSS notamment, et dans un appel à la fin des années 70, donc le journal Minute écrit boycotter les Jeux de Moscou, c'est porter un coup aux entreprises du communisme international, alors n'hésitez pas, ne laissez pas passer l'occasion, elle ne se représentera pas de sitôt, rameutez les parents, les amis, les voisins, remuez ciel et terre. Donc on voit bien finalement que dans tous ces appels, la question sportive n'apparaît jamais, n'est qu'en toile de fond et n'est qu'un prétexte finalement à cette mobilisation pour poursuivre des actions entreprises depuis plusieurs années. Mais ce qui ressort aussi de l'analyse des discours de ces acteurs-là, c'est que le caractère politique de leur mouvement, le caractère politique de ce qu'ils défendent est totalement dénié. Par exemple, il écrit aussi dans un appel quelques semaines plus tard, « Ici, il ne s'agit plus de politique, il s'agit de guerre ». Donc ces discours mettent aussi des phénomènes généralisables à l'ensemble aussi de l'espace des sports et du champ politique. Avec Igor, on s'intéresse aussi à ces questions-là. Ça fait écho à des prises de parole, notamment les prises de parole récentes d'Emmanuel Macron qui, lorsqu'on l'a interrogé en novembre dernier, avant la Coupe du Monde au Qatar, déclarait qu'il ne fallait pas politiser le sport et qui se retrouve aussi face à un certain nombre de contradictions lorsqu'il appelle, en tant que président de la République, notamment à ce que les athlètes russes ne participent pas aux Jeux Olympiques, ou dans le cadre aussi de discours de sportifs. Je pense notamment à Zinedine Zidane qui, lorsqu'il avait appelé à faire barrage au Front National en 2002, estimait qu'il ne s'agissait pas d'un positionnement politique, mais qu'il s'agissait de survie justement à la République. Donc on peut aussi voir dans cette analyse une portée beaucoup plus générale. Donc à partir de cet appel de boycott, va être organisé en avril 80 un meeting à la Mutualité à Paris, qui va fédérer les nombreux réseaux aussi internationaux de l'anticommunisme, qui viennent aussi de différents pays. Et c'est à ce moment-là que Jean-Marie Le Pen on peut peut-être mettre l'autre juste pour finir, que Jean-Marie Le Pen va justement rejoindre le mouvement, à la fois face à la pression de ses militants, qui eux étaient déjà engagés depuis la fin des années 70, mais aussi de ses concurrents au sein de la nébuleuse de l'extrême droite, et notamment le parti des Forces Nouvelles. Mais surtout, le fait de rejoindre cet appel-là, c'est un moyen aussi pour lui de gagner en visibilité dans sa quête aussi de parrainage et de soutien en vue de l'élection présidentielle de 81. Donc il souhaite profiter de la caisse de résonance de cette controverse olympique pour accroître son capital politique et gagner en notoriété. Et à ce titre, il y a un article du Monde qui paraît quelques semaines avant les Jeux Olympiques de 80, qui montre qu'avant une émission des dossiers de l'écran sur Antenne 2, consacrée justement à la question olympique, faut-il y aller ou non, relate notamment une action de Jean-Marie Le Pen qui, dans les coulisses, avait tout fait pour pouvoir prendre la parole, mais finalement la rédaction de France 2 l'en avait empêché. Donc finalement, une délégation d'une centaine d'athlètes ira à Moscou. Mais pour terminer, pour laisser rapidement la parole à Igor, donc on voit bien ici que le mouvement de boycott traduit aussi une opportunité de mobilisation pour les dirigeants anticommunistes français, et le sport n'apparaît qu'en toile de fond, puisqu'aucun sportif n'avait signé cet appel, excepté Pierre Jonquière d'Oriola, qui était justement un coureur hippie, qui a été deux fois champion olympique, donc qui était proche de Charles Maurras notamment. Voilà, tout ça pour dire que ces histoires, ces épisodes-là, à travers une approche par le bas, permettent de montrer que l'olympisme, finalement, touche des acteurs éloignés à la fois de l'espace des sports, mais aussi des sphères de pouvoir et de décision. Merci. Donc ça me faisait penser, j'avais écrit dès que quelqu'un se dit apolitique, il est de droite ou d'extrême droite. Bon, après tu viens de me dire Zinedine quand même un peu. Mais c'est sûr que ça contraste avec les danses sur l'international à l'époque, dans les années 30. Donc on va aller maintenant de manière à l'époque plus actuelle, au présent, futur et passé pour arriver au JO de 2024. Donc par Igor Martinaj, qui est sociologue, maître de conférence en STAPS, donc à l'université de Paris-Nanterre,
et membre de l'Institut des sciences sociales du politique, donc qui a fait une thèse en 2016 sur Occuper le terrain, une socio-histoire des appropriations du sport par le milieu communiste français. Voilà, et qui travaille beaucoup sur le sport ouvrier. Et quand, dans le cadre de ce numéro des cahiers de santé, a coécrit avec Olivier Lenoé l'article sur les JO de Paris 2024, une cause sans adversaire. Avec un point d'interrogation, désolé si vous ne l'avez pas entendu. C'est vrai qu'il y a une sorte de consensus sur le fait que les JO de 2024, ce serait, enfin, comme s'il n'y avait pas beaucoup de contestation, alors qu'on a quand même entendu un certain nombre de choses sur les appels au travail gratuit, alors que beaucoup d'argent est en jeu, sur les demandes aux étudiants de partir de leur logement, sur les prix des places complètement délirants et inaccessibles, et puis bien évidemment sur les enjeux écologiques, sociaux, etc. Donc voilà, je vais te laisser expliquer un petit peu pourquoi il y a ce consensus et pourquoi les oppositions n'ont pas forcément. Merci beaucoup. Alors avant de commencer, je vais quand même remercier vraiment chaleureusement les organisatrices et organisateurs de ces rendez-vous de l'histoire critique et puis également les responsables des cahiers d'histoire et pas de santé, je plaisante, notamment Anne Jolet et Nicolas Tarditz pour avoir accueilli ce dossier puis avoir aussi beaucoup travaillé pour le rendre meilleur que ce qu'on leur avait proposé. Alors, moi, je vais essayer d'être vraiment bref. Et deux choses juste pour commencer. Alors moi, je n'aurai pas d'image parce que je vais vous parler d'une absence, en fait, l'absence de contestation. Donc c'est difficile de la représenter. Et puis également, c'est assez rare pour le souligner, j'espère que l'article dont je représente également mon collègue Olivier Lenoé, que vous pourrez entendre cet après-midi, et j'espère que le futur proche va nous donner tort, puisqu'on s'intéresse justement à pourquoi il y a une absence de contestation relativement... il y a relativement peu de contestation autour des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, alors même que peut-être, si vous n'êtes pas féru d'olympisme, vous savez peut-être que vous savez sans doute qu'il y a une concurrence, en fait, il y a une compétition des villes qui se déclarent candidates pour organiser les Jeux d'été ou les Jeux d'hiver, et que, en fait, Paris a remporté cette édition après plusieurs revers, après 3 revers presque d'affilée, et a remporté cette fois une victoire à la Pyrrhus, puisque tous ses concurrents se sont retirés, sauf Los Angeles, qui a accepté d'organiser les Jeux de 2028 avec un intérêt économique bien compris. Donc là, c'est la première chose, c'est qu'en fait, Rome, Budapest, Hambourg et Boston ont connu des mouvements de contestation suffisamment importantes, à la fois de la part de leur population et de leurs élus, qui ont abouti à chaque fois au retrait de la candidature au dernier moment. Et pourquoi ça n'est pas arrivé avec Paris? Donc ça a été ça notre point de départ. Et comme Louise l'a fait remarquer, il y a eu un certain nombre de mobilisations ponctuelles, en fait, de critiques ponctuelles qu'on a entendues dans la société française, que ce soit pour l'extension en fait de la piscine à Aubervilliers qui allait obliger à détruire la destruction de certains jardins ouvriers, la menace sur les festivals culturels durant l'été 2024 également, plus les autres exemples que Louise a mentionnés. Mais la mayonnaise ne prend pas d'une certaine manière, ou en tout cas n'a pas pris jusqu'à présent. Donc pour essayer de comprendre un petit peu cette question-là, on a la méthode de recherche qu'on a utilisée, c'est constituer tout d'abord un corpus de presse, c'est-à-dire en faisant l'hypothèse que le cadrage médiatique pouvait jouer, même si évidemment les médias ne sont pas tout puissants pour imposer ce que les gens pensent. En tout cas, les médias ont cette faculté d'imposer ce à quoi on doit penser. C'est-à-dire qu'il y a la hiérarchie des sujets, l'agenda médiatique, comme on dit, la hiérarchie des sujets qui sont discutables. Donc on a constitué à partir des bases de données d'articles de presse. Donc on a pris les principaux quotidiens nationaux, Le Monde, Libération, Le Figaro et L'Équipe, quatre quotidiens, et on a pris en fait une période allant d'avril 2015, c'est-à-dire le moment de la déclaration de la candidature de Paris, jusqu'à 5 ans plus tard. Donc ça faisait 2 ans et demi autour en fait de la date à laquelle les Jeux ont été attribués à Paris en septembre 2017.
Donc ça, c'était un premier élément de données, enfin un premier terrain qu'on a exploité. Et le deuxième a consisté en un certain nombre d'entretiens en fait, avec un certain nombre de responsables de l'organisation des Jeux, notamment autour d'une initiative dont vous n'avez probablement pas entendu parler, mais qui est une innovation de la candidature et de l'organisation de Paris, qui est la mise en place d'une charte sociale pour essayer de faire respecter les droits des travailleurs. Alors, charte non contraignante avec des objectifs qui ne sont pas définis, donc, mais le texte a le mérite d'exister. Et je suis ceux en tout cas, moi, je défendrai la thèse, on pourra en discuter peut-être dans le débat, mais je défendrai la thèse que c'est pas rien, même s'il y a beaucoup de critiques à faire à ce texte. Donc voilà un petit peu ce sur quoi on s'est appuyé. Alors très rapidement, quand on a examiné ce corpus d'articles, donc on l'a traité de manière quantitative, c'est-à-dire qu'on n'a pas lu intégralement l'ensemble des 600 articles qu'on a récoltés à peu près. On en a quand même regardé certains qui ressortaient un petit peu spécifiques dans l'analyse, et puis pour essayer de donner un peu de chair aussi aux propos. Mais globalement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui vient de l'économie même des médias, alors au double sens d'économie, c'est-à-dire de leur organisation et puis des pressions économiques dans lesquelles elles sont, qui est aussi des médias de la presse écrite, là, sur laquelle on s'est concentré, mais qui aboutit à ce que déjà plus de la moitié des articles, sans surprise, provenaient du journal L'Équipe, qui lui-même a intérêt à ne pas tuer la poule aux œufs d'or, donc les critiques sont assez compliquées. Et puis on a constaté que les autres titres, quel que soit leur bord politique, si on peut dire, Libération, Le Figaro et Le Monde, eh bien finalement étaient plutôt dans le suivisme, c'est-à-dire qu'il y avait une grande irrégularité dans la publication de papiers et qu'il y avait des papiers, surtout au moment où il y avait un événement qui était créé par les organisateurs des Jeux eux-mêmes, donc plutôt une attitude de réaction plutôt que d'investigation véritable autour de ces enjeux-là. Ensuite, ce qu'on a constaté, c'est que globalement, quand on prend simplement la taille des articles, le nombre de mots de chacun des articles, on a une primauté très très forte en fait d'articles assez courts, de brèves, d'articles purement informationnels. Et puis quand on a des personnalités qui sont interviewées dans les articles, que l'on fait parler, ou alors des interviews qui sont publiées, on a une très grande prédominance des dirigeants sportifs, des élus locaux, bref, d'agents qui ont intérêt à avoir un discours plutôt promouvant les Jeux Olympiques. Et très très peu en fait de personnalités plus extérieures ou plus critiques, avec une très grande prédominance de deux personnes qui sont Anne Hidalgo d'une part, la maire de Paris. Alors ce qui est intéressant, puisqu'au départ elle n'était pas forcément très très favorable, même plutôt contre l'organisation des Jeux, puis elle s'y est ralliée avec la foi des convertis, avec des discours extrêmement dithyrambiques sur les retombées attendues pour la capitale de cette manifestation. Et puis l'autre personnalité, c'est Tony Estanguet, donc le coprésident, enfin président maintenant coprésident du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui évidemment n'a pas un discours très critique. Donc voilà pour le traitement de ces archives de presse rapidement. Et puis ce qu'on a constaté là encore, il ne faut pas croire, il y aurait une illusion à croire qu'un consensus s'imposerait de lui-même. Ce qu'on a constaté, et là-dessus on s'est aussi appuyé sur les travaux d'un jeune collègue qui a soutenu sa thèse récemment, c'est que le consensus olympique finalement faisait l'objet d'un véritable travail organisationnel. C'est-à-dire ce qu'a montré ce collègue qui s'appelle Alexandre Morteau, c'est que dans les ministères, en fait, dans les différents ministères français, il y a eu très vite, l'administration s'est mobilisée dès 2015, même un peu avant, pour essayer de travailler à ce que la candidature, d'aligner les intérêts en quelque sorte, au double sens du terme intérêt, c'est-à-dire d'essayer de convaincre que les Jeux étaient une opportunité pour la nation française d'une certaine manière. Et puis ce travail, on l'a également dans les différentes organisations qui sont concernées par les Jeux Olympiques, donc notamment avec la charte sociale, dans les organisations syndicales et dans les organisations patronales. Pour un exemple qu'on cite dans l'article, c'est la numéro 2 du MEDEF, qui a été la candidate malheureuse à la dernière élection à la présidence, qui s'appelle Dominique Carlac, qui est une ancienne athlète de haut niveau,
et qui est responsable de la commission sport au sein du MEDEF, et qui raconte qu'elle a dû convaincre ses homologues au sein de la direction de son organisation patronale de l'opportunité de soutenir la candidature de Paris. C'est-à-dire que ce qu'elle disait, c'est qu'au départ, les patrons étaient plutôt favorables à l'accueil de l'exposition universelle plutôt qu'à la candidature des JO, en disant ça va nous coûter moins cher, et ça sera. Et puis finalement, ça correspondait mieux à leur habitus ou à leurs propres intérêts, une exposition universelle plutôt qu'une manifestation sportive. Et puis finalement, elle a plaidé, elle a fait un gros travail de plaidoyer au sein de sa propre organisation. Et ce qui est intéressant, c'est dans son cas comme dans celui des autres, c'est qu'on a aussi un mélange dans ce discours-là entre des arguments rationnels. Donc, pour parler aux patrons, c'est des retombées en termes d'emploi, ça va améliorer la productivité des travailleurs parce qu'ils vont être contents de pouvoir regarder les jeux, très fiers, etc. Donc, toute une série d'arguments rationnels qui sont plus ou moins fondés, en tout cas qui peuvent être discutables, et aussi des arguments émotionnels, avec toujours dans les entretiens ce qu'on retrouve chez les différentes personnalités qu'on a interviewées, c'est toujours quelque chose, mais c'est quand même une chance fabuleuse d'accueillir les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui se passera une fois dans notre vie, comme la comète de Halley, donc il ne faut pas le rater. Enfin, il y a vraiment ce discours qu'on retrouve aussi bien chez les syndicalistes que chez les représentants patronaux. Et donc ce travail finit finalement par aplanir totalement les oppositions traditionnelles. C'est-à-dire que dans le comité de la charte sociale, ce qui est magique, c'est qu'on a les représentants du MEDEF et les représentants de la CGT notamment, qui vont main dans la main, qui sont toujours d'accord, qui vont porter les mêmes choses, voilà, et avec un intérêt finalement qui est de faire exister en l'occurrence leur charte sociale, leur texte, et donc aussi au sein de leurs organisations respectives, l'intérêt de se préoccuper du sport d'une certaine manière. Donc voilà, les clivages traditionnels entre travailleurs et représentants des travailleurs et représentants patronaux ont tendance à être atténués, et également les clivages au sein des différents camps. Là aussi, on travaille plutôt bien entre CGT, CFDT, FO, etc. Et puis côté patronal, on a le MEDEF qui travaille main dans la main avec la CPME ou l'U2P. Alors, ils savent se mettre d'accord. Vous avez peut-être entendu leur déclaration récemment sur le fait qu'il fallait baisser les droits pour favoriser l'économie. Mais là aussi, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que là aussi, dans les entretiens, en échangeant avec eux, on retrouve des petites tensions. La CPME qui dit voilà, il n'y en a pas assez pour les PME et c'est trop pour les grandes entreprises, et un peu réciproquement. Mais des accords sont complètement tus quand il s'agit de travailler pour promouvoir une cause commune. Et donc, de l'autre côté, on a effectivement des oppositions qui peuvent exister. On a différents groupes qui se mobilisent pour critiquer les Jeux Olympiques, avec d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant par rapport au cas que Valentin a présenté, et là encore c'est Alexandre Morteau qui le pointe dans sa thèse, c'est un changement de régime critique au tournant des années 2010. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a eu toute une série de boycotts, qu'on rappelle d'ailleurs rapidement dans l'introduction du dossier, sur les Jeux Olympiques, mais c'est toujours pour des raisons extérieures aux Jeux elles-mêmes. C'est-à-dire que dans le cas de Moscou, ce n'était pas le principe même des Jeux Olympiques, même si certains critiquaient effectivement le sport, mais c'était globalement la critique principale, c'était contre le régime accueillant. Ça pouvait être contre la politique d'apartheid et le fait d'avoir accueilli la Nouvelle-Zélande dans le cas de Montréal, juste avant les Jeux de Moscou, par exemple, où on a eu une quarantaine de pays africains qui ont refusé de prendre part. Donc là, par contre, à partir de 2010, c'est le principe même de la compétition qui est mis en question. Alors pas seulement le principe du sport de compétition, mais le fait que les enjeux, les impacts sociaux, les impacts écologiques, on l'a vu avec la Coupe du Monde du Qatar, j'ai pas besoin de le rappeler, mais voilà, c'est ça qui devient quelque chose aussi, un sujet de discussion. Et donc quelque part, on peut dire que voilà, la charte sociale fait partie des réponses que les organisateurs essayent d'apporter, qui, contrairement aux organisateurs de la Coupe du Monde au Qatar, disent pas on s'assoit dessus, de toute façon les gens regarderont quand même. Là, il y a un peu moins de cynisme, on peut dire, ou peut-être plus, c'est à voir, du côté des organisateurs des Jeux Olympiques. Et donc, voilà, la thèse que nous on défend, c'est que du côté de ces opposants, ils existent, et pourtant ils existent, mais ils sont fragmentés. Il n'y a pas ce travail d'alignement des intérêts qu'on observe du côté des promoteurs des Jeux Olympiques. Alors, pour quelles raisons, là, pour le coup, nous, on n'a pas assez travaillé avec ces opposants, et c'est quelque chose qu'on veut faire maintenant. Mais voilà, chacun va rester sur sa cause, pour l'écologie, sur, je sais pas, par exemple, aussi l'insuffisance de l'association de la population locale, les jardins ouvriers, le monde de la culture dont on parlait, les agents de sécurité aussi qui protestent sur les conditions qui sont faites, la réduction de la formation, enfin bref, il y a plein de
causes éparses, mais ça ne suffit pas à faire un grand mouvement d'opposition. Donc fragmentation en micro-causes. Et puis peut-être un autre élément, c'est là encore on trouve la critique radicale du sport, notre fameux Jean-Marie Brome, cette critique par essence qui dit que le sport finalement c'est le cheval de Troie du capitalisme et il faut éliminer le sport et c'est comme ça qu'on fera la révolution, pour faire très vite. Donc ils sont plus trotskistes que libertaires d'ailleurs. Mais voilà, c'est peut-être ça aussi qui fragmente l'opposition. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont opposés non pas au principe même des Jeux Olympiques ou au principe du sport en tant que tel, mais qui sont opposés à la manière dont c'est fait et qui défendent finalement un modèle alternatif qui pourrait être par exemple une sorte de retour aux Jeux ouvriers de la décennie 1920. Mais voilà, donc ça, paradoxalement, c'est aussi quelque chose qui peut fédérer, qui peut diviser les oppositions quant au degré finalement de critique auquel il faut aller. Est-ce que la critique, elle doit être à la racine et le phénomène même, ou elle doit être juste la manière dont c'est organisé à l'heure actuelle, avec effectivement un tropisme pro-marché, y compris au sein de la charte sociale et dans la manière dont est envisagé. Il y a toujours une croyance au marché, à des retombées qui seraient finalement toujours dans ce modèle-là, et pas quelque chose de plus interventionniste ou plus vraiment axé sur les droits des travailleurs. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je suis à votre disposition pour le débat. Merci. Merci beaucoup. Bon, on verra bien les retombées dans quelques mois, voir de ce que sera fait du village olympique qui nous empêche maintenant de faire la fête de l'UMA au Bourget, l'amélioration des transports, où c'est pas évident pour les franciliens pour le moment, ou l'accès aux infrastructures par les populations qui vivent à côté, en espérant que ce sera vraiment accessible. Et voilà, parce que pour faire du sport, il faut des infrastructures. Et désolé Anne pour mon lapsus sur les cahiers de santé, c'est parce que la Fondation les publié, donc c'est mon lapsus. Donc la santé, c'est beau, le sport c'est bon pour la santé, peut-être moins quand on est professionnel. Mais si vous voulez en savoir plus, c'est dans les cahiers d'histoire. Et avant donc de vous ruer pour les acheter, parce qu'il y en a plein là-bas, et aider les cahiers d'histoire, vous pouvez poser vos questions. On en prend une série et ils répondront chacun à vos questions. C'était simplement pour savoir si dans vos entretiens, vous aviez interrogé aussi des membres du PCF, et en particulier des gens comme Nicolas Bonnet ou Lalge, enfin, qui semblent être tout à fait pro-Jeux Olympiques, avec l'idée, évidemment, que ça aura des retombées, enfin, que de toute façon, on pourra faire autrement, ce qui est évidemment une illusion totale. Voilà. Oui, ben c'est la continuité directe, mais c'était peut-être aussi le lien avec vos autres communications qui ont été faites, parce que c'est le rôle des partis politiques, où là, quelque part, que ce soit Valentin Guéry ou Karen Bretin, vous montrez quand même le rôle central des organisations partisanes, quand même, pour organiser, contre-organiser, soit des boycotts, soit des propositions alternatives aux JO. Et là, quelque part, on peut se demander, mais les partis politiques, ils se retrouvent complètement invisibilisés dans cette bataille-là, parce que ça fait l'objet de débats internes. Hein. Je pense à la France Insoumise, au Parti communiste, chez les Verts, de savoir est-ce qu'il faut ou pas soutenir ça, et surtout comment se mobiliser contre. Bon, quelque part, je trouve que ça montre même la difficulté aujourd'hui pour les partis politiques de faire entendre une voix alternative face au discours dominant, quoi. Voilà. Moi, j'ai peut-être une question sur la charte sociale. En fait, qu'est-ce qu'elle prévoit concernant la condition des travailleurs sur les chantiers? C'est un aspect aussi là dont on a entendu parler récemment grâce à la mobilisation des travailleurs sans papier sur les chantiers des JO qui ont réussi à obtenir la régularisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié ou que vous comptez étudier? Et puis par ailleurs se pose plus spécifiquement sur la lutte autour des jardins ouvriers, là, à Aubervilliers, la question des infrastructures, effectivement, à qui sont-elles destinées, ces infrastructures? Parce qu'il était question à Aubervilliers, plus précisément, d'avoir une piscine d'entraînement accompagnée d'un solarium, qui n'a pas grand-chose à voir avec une piscine, qui bétonisait du coup une partie des jardins. Grâce à la lutte qui a été menée, il y a une décision de justice qui a permis de revoir la dimension du chantier et du coup de ne pas avoir ce solarium, de se limiter à la piscine, donc ce qui est bien, parce que derrière, les habitants pourront accéder et on a besoin d'une piscine à Aubervilliers. Mais en fait, la question, c'est à la base, les infrastructures, elles se font dans l'intérêt de qui? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi l'intérêt
des entreprises du bâtiment, d'avoir des chantiers, de faire tourner leur business. Voilà, avec cette bétonisation qui en fait n'ont aucun intérêt, quoi. Donc comment on peut étudier en fait ces marchés, l'attribution de ces marchés, les objectifs, est-ce que ça fait partie aussi des questions que vous investiguez? Il y a Anne aussi. Merci. Bon, merci beaucoup. Donc, je te remercie d'avoir rappelé qu'il y a beaucoup de productions et beaucoup de gens qui travaillent intellectuellement autour de la Fondation Gabriel Péri. C'est très bien. Bon, je ne sais pas si le sport, c'est la santé. On a évoqué hier la souffrance à travers le film de Claire Angelini, et je crois que c'est très sérieux aussi. Ce que je voulais vous demander un peu aux uns et aux autres, peut-être à partir de l'intervention de Karen, est-ce qu'il y a des recherches, sans doute, certainement, au niveau justement local sur les boycotts? Et bon, on est ici à Gennevilliers, dans des mairies communistes très investies dans le sport, et quelles ont été dans le passé des formes de mobilisation locale, puisque là, tu as abordé la question un peu par en haut. Et puis, par ailleurs, c'est vrai qu'on a entendu hier le directeur des sports de Gennevilliers, un élu municipal, et la présentation des Jeux est vue de façon très positive comme un apport pour le développement d'infrastructures sportives, voire pour la promotion du sport de façon plus générale. Cet après-midi, on aura... Bernard Thibault, qui nous parlera de son investissement dans les JO. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a, selon vous, comme historien, quel est le moment un peu de bascule dans le mouvement ouvrier? On l'a déjà évoqué hier un peu avec la FSGT, de cette recherche d'affirmation alternative au partage de l'idée de l'apport positif de ces grands événements pour, on va dire, l'ensemble de la société, l'ensemble des catégories sociales, donc y compris de la part de mouvements de gauche, qui soient syndicaux, politiques ou associatifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il n'y aura qu'un tour. Hein. Ouais. Oui, vous avez parlé de l'utilisation des bénévoles dans les Jeux Olympiques. Alors moi, ma question est très simple. Est-ce que les bénévoles qui vont être utilisés dans le cadre des Jeux Olympiques auront les mêmes droits que les bénévoles des associations, du mouvement associatif? C'est bon? On refait le même ordre? Vous voulez changer? Là, je vous laisse. Pardon. Juste, je sais qu'à un moment, vous avez émis l'idée, enfin parlé du prix des billets. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez eu des remarques, sûrement, par rapport à ce prix. Est-ce que ça a pu être discuté? Est-ce que finalement, c'est accessible qu'à des personnes relativement, entre guillemets, fortunées, et donc ça limite l'accès à une population plus laborieuse, entre guillemets? Et donc, ça veut dire aussi que le sport, c'est business quand même. Et de ce côté-là, je ne sais pas si dans les autres, c'était le même prix pour les sports, que ce soit ailleurs, enfin voilà, dans les précédents Jeux Olympiques, mais c'est quand même assez inaccessible pour la plupart des gens. J'aurais une question sur l'invitation qui a été faite aux habitants de la région parisienne de quitter en fait la région parisienne pour les JO. Et moi, j'en rajoute une sur 1980, parce qu'en regardant en parcourant sport et plein air, là, le journal de la FSGT, je suis arrivée en 1980 avec la pub, ou peut-être avant, est-ce que vous voulez, enfin, je ne sais plus exactement, mais venez participer au JO à Moscou, inscrivez-vous. Donc, je ne sais pas si vous avez les réponses, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde, et de la FSGT, et du Parti communiste sur ce... Non, c'est la fin. On fait dans quel ordre? Dans le même ordre. Alors, il y a beaucoup de questions. Plusieurs ne me concernent pas directement, donc je vais laisser mes collègues répondre.
je retiens peut-être ce qui a été dit sur le local, parce que ça me parle. Moi, je suis entrée dans l'histoire de la FSGT par le régional et le local. Qu'est-ce que je peux en dire? C'est qu'au niveau... Alors, c'était pas n'importe quelle région, c'était la Bourgogne, c'était pas la banlieue rouge, c'était pas... Et donc, forcément, j'ai été amenée à voir des choses complètement différentes et à montrer un mouvement sportif ouvrier. C'était le seul intérêt, à mon avis, du travail, qui a différents visages et qui n'est pas du tout le même selon qu'on le regarde d'en haut, d'en bas et encore d'en bas, d'où on se situe sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles n'en ont l'air, tant mieux. Mais au niveau local, par exemple, je n'ai pas trouvé de municipalité qui était très engagée en faveur des clubs travaillistes de leur territoire et qui portaient leurs projets, qui finançaient considérablement, etc. Le sport ouvrier, dans ma région en tout cas, dans celle que j'ai étudiée, c'est une affaire d'acteurs et qui ne sont pas toujours ceux que l'on croit. C'est-à-dire que voilà, on va avoir des militants communistes qui se détournent des clubs travaillistes parce qu'ils ont intérêt ou ils ont envie ou ils ont des affinités avec d'autres structures. Et à l'inverse, des mouvements en faveur d'un sport et d'un club travailliste ou d'une activité, je pense à la gymnastique à Monceau par exemple, qui va avoir un très grand succès et pour autant qui n'est pas soutenu et porté et impulsé par des équipes municipales de gauche, on va dire. Voilà. Donc l'anecdote la plus rigolote, c'est que l'un de mes témoins principaux en matière de sport ouvrier à Monceau-les-Mines, qui me dit, vous savez, nous ici, c'est les durs, alors on avait un club rouge, etc. Il a épousé la dame qui gérait l'association gymnique catholique. Donc, comme quoi, voilà. Donc, je sais pas, ça ne répond peut-être pas du tout à la question, d'ailleurs, mais au niveau local, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Par ailleurs, les dirigeants politiques des organisations politiques ou même syndicales ne sont pas toujours les plus investis dans la pratique sportive. Je ne crois pas qu'on puisse dire de la FSGT et de ses ancêtres d'ailleurs, peut-être encore plus de ses ancêtres, qu'elles étaient mises en œuvre, portées par les principaux militants à l'échelle nationale. C'était une activité annexe, alors qui a été instrumentalisée, qui a été complètement contrôlée, pilotée. Si on parle de l'Internationale rouge des sports, par exemple, elle n'avait absolument aucune liberté d'agir et c'était le Comintern qui décidait de tout. En revanche, l'Internationale sportive de Lucerne et ses organisations nationales se concevaient davantage comme un autre terrain pour l'action politique et même d'autres finalités. La finalité de l'Internationale rouge de l'Internationale sportive de Lucerne, c'était de préparer les travailleurs à la prise de responsabilité politique, mais non pas d'agir pour parvenir à cet idéal politique qui était celui des organisations réformistes. Donc voilà, c'est peut-être un peu flou la manière dont je réponds. Je n'ai pas la réponse concernant les voyages à Moscou. En revanche, il y a de beaux travaux qui sont faits sur les voyages à Moscou antérieurs des délégations. Je pense à ce qu'a fait Fabien Sabatier sur Rosette Guérard, etc. Donc il y a des carnets de voyage à l'Est qui sont magnifiques et qui ont été beaucoup étudiés. Voilà, j'ai sans doute oublié des éléments de réponse. Mais bon, mes collègues, je pense, ont plus à dire. Bon, rapidement, j'essaie de répondre à deux questions. Bon, tout d'abord, la question d'Anne Jolet sur le local. Alors, pour parler plus de la situation actuelle, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment le comité d'organisation olympique est parvenu finalement à se prémunir et anticiper certaines critiques, notamment en impliquant, il y a tout un discours notamment là-dessus, en disant ce ne sont pas les Jeux parisiens, ce ne sont pas des Jeux franciliens, ce sont des Jeux français qui ont vocation à embarquer toutes les collectivités territoriales. Et là-dessus, à ce titre, en créant différents labels, notamment le label Terre de Jeux ou le label, je crois que je ne vis, voilà. Le label Terre de Jeux ou le label justement, je ne sais plus ce que c'est exactement, c'est centre d'entraînement. Certaines collectivités justement s'y sont impliquées
à travers aussi des croyances qu'il y allait y avoir des retombées aussi économiques, des subventions. Bon, dans les faits, ça n'est pas aussi simple que ça, sur fond aussi de difficultés financières, de financement des collectivités territoriales, notamment à travers le sport. Donc là-dessus, ils se sont aussi prémunis de certaines critiques et on s'aperçoit qu'au niveau local, au contraire, c'est un moyen aussi à la fois de financement, en tout cas d'espérance de financement, et aussi d'image en essayant de tabler là-dessus et sur ces rayonnements à travers les Jeux Olympiques. Mais dans les faits, on s'aperçoit que c'est assez complexe. Et pour rebondir sur la question sur le prix des billets, en fait, toute l'analyse aujourd'hui qu'on peut faire, c'est on voit émerger un hiatus, c'est un décalage quand même énorme entre le discours et les promesses justement de la candidature parisienne et ce qui aujourd'hui dans les faits se déroule. Donc il y avait tout un discours notamment, et c'est à ce titre, j'en viens, ça fait écho aussi à la question qui a été posée sur le positionnement du Parti communiste et notamment de Marie-Georges Buffet qui justement avait soutenu son soutien à la candidature en disant nous on le soutiendra parce que justement notre objectif c'est aussi de changer en quelque sorte l'institution olympique de l'intérieur en réclamant des jeux inclusifs, des jeux populaires qui vont permettre par exemple aux jeunes élèves de Seine-Saint-Denis d'apprendre à nager parce que c'est quand même le département où le taux, où voilà, le plus de jeunes élèves ne savent pas nager, donc en soutenant des infrastructures au service de la population. Et on s'aperçoit aujourd'hui que finalement les retombées sur ces populations-là, et notamment en termes d'accès aux compétitions, sera moins. Et d'ailleurs, il y a un dossier du Canard enchaîné assez intéressant là-dessus sur les Jeux Olympiques qui montre que, d'une part, les collectivités territoriales ont acheté un certain nombre de billets. Donc il y a aussi la question du contribuable qui en vient à amortir ces frais-là. Mais surtout en termes de redistribution derrière, qu'en sera-t-il sur la population qui justement en bénéficiera. Donc il y a toute une analyse, je pense, et ça on le fera pendant et même après pour comprendre un peu, faire l'analyse du discours en amont et de ce qui s'est passé réellement dans les faits, sur la question des transports aussi. Cette semaine, il y a une déclaration d'Anne Hidalgo qui a dit justement que Paris ne serait pas prêt justement sur ce plan-là. Donc tout ce qui a été dit en termes aussi d'ambition écologique, etc., ce sera intéressant de voir. Après, sur la question de Louis par rapport au boycott des Jeux de Moscou, au positionnement, j'en ai parlé du Parti communiste et de ces réseaux-là. Igor, je ne sais pas si dans sa thèse l'a évoqué, mais peut-être qu'il aura aussi des éléments là-dessus. En tout cas, au niveau national, la délégation était quand même bien moins importante que les précédentes éditions. Voilà, après, sur le reste, c'est une question vraiment ancrée sur ta communication, donc je vais te laisser... Il y a des questions qui sont plus factuelles, entre guillemets. Je vais les prendre dans l'ordre parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, merci, parce que ça montre qu'il y a quand même de la critique qui monte, ou en tout cas, il y a beaucoup de questionnements qui se posent. Alors, par rapport au parti politique, je vais être très transparent. Moi, je suis adhérent aussi du parti et je connais bien Nicolas Bonnet-Ouladj. On ne l'a pas interrogé dans le cadre de la recherche parce qu'on ne travaillait pas sur les partis politiques en particulier. Et comme l'a dit Nicolas, on a plutôt un grand silence de la part des partis politiques. Alors ça, c'est des choses qu'on a travaillé avec Valentin, puisqu'on fait justement la sociologie du sport à travers les partis. Et globalement, il y a quand même, pour les partis politiques, c'est compliqué de s'opposer à ce genre de choses parce que c'est des manifestations qui sont très populaires, donc vous avez plus de choses à perdre. Et sans être méchant avec mon propre parti, voilà, le Parti communiste, il a plus les moyens aujourd'hui de s'opposer à quelque chose comme les JO de Paris 2024. Et moyennant quoi, il n'empêche qu'un certain nombre d'acteurs, je pense que les acteurs que je vous ai présentés, dont on parle dans l'article, ils sont sincèrement convaincus des valeurs du sport, des vertus, etc. Et je pense que Nicolas Bonnet en fait partie. Donc Anne Hidalgo, je me pose des questions. En tout cas, elle en parle avec la foi de la convertie. Et je pense que, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a publié un ouvrage sur la charte sociale, sans faire de la publicité, qui s'appelle « Travailleurs, faites vos jeux », avec un camarade de la CGT. Et on a reçu tout de suite un message, un SMS de l'ancien adjoint au sport d'Anne Hidalgo en disant « Mais non, Anne a toujours été en faveur des Jeux Olympiques, alors qu'on a des preuves factuelles. » Mais ça dit des choses aussi par rapport à ça.
Donc voilà, sur les partis politiques, il y avait chez Europe Écologie Les Verts, en fait, il y avait eu un moment monté plutôt une contestation, et je pense que de la même manière, le parti s'est dit non, c'est pas la peine de parler de ça, ça nous fait perdre des plumes plus qu'autre chose. Enfin voilà, là c'est un sujet en soi, mais qui est effectivement très intéressant sur comment se positionnent les partis politiques. Alors sur la charte sociale et les chantiers des jeux, c'est une très bonne question. Alors la charte sociale, en fait, vous pourrez aller voir le texte, même s'il est difficile à trouver en ligne, ce qui est symptomatique. Si vous allez sur le site du COJO, du comité d'organisation, vous ne trouvez pas le texte, vous trouvez un film de propagande commandé par l'OIT. Enfin bref, c'est intéressant, mais les articles en fait sont très vagues. Donc en gros, il faut respecter les droits des travailleurs. Alors il y a quand même des choses concrètes, c'est-à-dire que les chantiers des jeux, effectivement, il y a cette volonté d'exemplarité. Il y a moins d'accidents du travail sur les chantiers des jeux. Il y a eu 0 mort depuis le début. Les morts qu'on leur a imputées, en fait, c'est des chantiers du Grand Paris, c'est pas les chantiers directement des infrastructures des jeux. C'est déjà pas mal, entre guillemets. C'est la Solidéo, en fait. Il y a une structure qui s'appelle la Société de livraison des équipements olympiques, qui a été créée en 2018 et qui est pris par, à chaque fois, pour ce genre de méga événements sportifs, voilà, il y a des contraintes de coût et de délai, parce qu'il faut que tout soit prêt pour les Jeux. Donc globalement, on a des chantiers qui quand même ont intérêt à être hyper planifiés, mais non sans débat. D'ailleurs, le comité de la charte qui essaye de faire exister le texte a fini par obtenir d'avoir des délégués directement sur les chantiers, de pouvoir contrôler ce qui s'y passe. Et la Solidéo a mis en place des échauffements pour tous les ouvriers avant chaque journée de travail. Voilà, bon, ça fait un peu gadget, mais voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas plus que ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la charte sociale et puis il y a ce qu'on en fait, justement la Solidéo, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, et qui ont pris des engagements au-delà de ce qui était écrit dans le texte. Par exemple, il y a quand même cette idée d'inclusion. Par exemple, il y a des clauses d'inclusion dans les marchés publics qui sont passées. Il y a des organisations de l'économie sociale et solidaire qui sont prises en charge. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans la manière d'organiser des Jeux Olympiques. Donc encore une fois, je souscris totalement à toutes les critiques qui ont été faites, mais je veux dire, il y a aussi des vraies choses positives qui sont faites, et d'ailleurs que les organisateurs ne mettent pas forcément tant que ça en avant, ce qui est assez paradoxal. Mais voilà, encore une fois, la question, c'est qu'est-ce que ça va devenir sur les prochaines éditions. Là aussi, il y a des contacts qui ont été pris avec les organisateurs des prochains Jeux d'hiver à Milan, Cortina d'Ampezza, ou à des Jeux de Los Angeles, où là aussi, les syndicats aux États-Unis, paradoxalement, ont plus de poids, en particulier dans la région californienne. Donc peut-être que voilà, c'est à voir, en tout cas, qui étaient assez intéressés par ce type de démarche. Les infrastructures, à qui elles sont destinées? Est-ce qu'elles iront à la population? Alors là aussi, si on écoute les discours du comité des Jeux Olympiques, c'est comme surtout le village olympique. Alors c'est le village des médias en fait qui est dans le parc de la Courneuve, mais le village olympique, c'est censé devenir des logements sociaux. On a le précédent de Londres qui avait fait les mêmes promesses en 2012, et aujourd'hui on a des collègues qui ont travaillé là-dessus. Ça n'a pas été le cas. Donc est-ce que Paris, ça serait la même chose? Les forces du marché sont assez... Voilà, je ne sais pas, j'espère que non, mais malheureusement, je ne suis pas forcément très optimiste. En tout cas, s'il n'y a pas de mobilisation pour ça, ça risque de ne pas se passer comme ça. Il y avait une question que je trouvais intéressante sur le moment de basculement du mouvement ouvrier, ou pourquoi, et notamment, on pourrait dire, la galaxie communiste s'est ralliée au jeu. Alors, je pense qu'il y a 2 dates importantes. Il y a d'abord 1934, comme l'a dit Karen, le regroupement de la FSG, enfin, des 2 FST concurrentes, et la création de la FSGT, qui était un peu l'union sacrée contre le fascisme, et qui s'est passé d'abord dans le sport avant qu'il y ait le gouvernement de Front Populaire et la démarche. Et puis surtout, c'est la fin des années 1940, en fait, quand Moscou a décidé, en fait, la galaxie soviétique a décidé de rentrer dans le mouvement olympique. Avec cette idée, plutôt que de rester à côté et de le contester, à partir du moment où donc l'URSS et les pays satellites ont participé aux Jeux d'Helsinki, ça y est, la dispute, elle était plus sur le format, elle était dans le contenu. Il fallait montrer que notre modèle socialiste était meilleur sur le même terrain que les Américains. Et d'ailleurs, avec un certain succès, hein, on oublie, mais en termes de médailles, ils ont longtemps battu les États-Unis, ce qui énervait d'ailleurs. Par rapport aux bénévoles, est-ce qu'ils auront les mêmes droits? Alors on ne dit pas bénévoles, il n'y a pas de bénévoles aux Jeux Olympiques, c'est des volontaires. Mais la nuance n'est pas totalement, parce que effectivement, alors ils ont évidemment qu'ils ont des droits. Il y a même des choses qui sont prévues en termes de formation. Il y a vraiment là dans la charte sociale cette idée que vous êtes volontaire et vous allez gagner quelque chose. C'est aussi voilà, il y a le discours, ça va être bien pour votre CV, ce qui n'est pas faux. Totalement. Et alors, on peut quand même reconnaître à l'organisation de Paris 2024 d'avoir baissé la voilure des volontaires par rapport, par exemple, à Tokyo. À Tokyo, il y avait à peu près 75 000 volontaires. Pour Paris, on en aurait 40 000.
s'ils se présentent tous. Notamment, ce qu'ont gagné les syndicats dans la charte sociale, c'était d'exclure un certain nombre d'activités qui, au départ, devaient être confiées à des volontaires. Je pense par exemple à tout ce qui était conducteur de véhicules, chauffeur, en disant bah non, ça c'est une activité professionnelle, c'est pas quelque chose qui doit être fait de manière bénévole. Donc vous voyez, il y a cette bataille qui se fait presque terme à terme, sachant que les jeux ont un budget évidemment contraint, et ça amène à la question sur les prix des billets. Alors malheureusement, quand on a fait notre enquête, il n'y avait pas encore ce débat et la mise en place des billets, donc il faudrait presque retourner voir les mêmes interlocuteurs. Alors c'est un sujet en soi, et par contre on peut se fier à ce qu'ils en disent dans la presse, puisqu'il y a des réactions évidemment de Tony Estanguet et compagnie. Alors effectivement, comme l'a dit Valentin, il y a d'abord de dire bah si les jeux pourraient être accessibles, parce qu'il y a toute une série, tout un ensemble de, enfin un volume de billets important qui vont être réservés pour les collectivités locales, pour les groupes scolaires, etc., pour certaines populations. Dans les faits, encore une fois, on est face à une ressource rare, et voilà, la question, ça c'est des choses à scruter encore une fois et à critiquer si jamais c'est pas vraiment tenu. Et puis l'autre discours qu'il y a par rapport au prix des billets, alors oui, les prix des autres Olympiades sont toujours assez élevés. C'est pas une spécificité parisienne, mais avec un discours du COJO qui est très clair, qui est de dire les Jeux Olympiques doivent se financer par les droits télévisés et par les entrées. Donc voilà, alors un autre truc qui était problématique dans la vente des billets, c'était aussi de faire des ventes groupées. C'est-à-dire, vous voulez aller assister à de l'athlétisme parce que vous êtes passionné par l'athlétisme, et ben vous devrez aller aussi peupler les tribunes des sports et des manifestations que personne ne voudra aller voir le dimanche à 4h du matin. Enfin, j'exagère, mais vous voyez, il y a un peu cette chose-là. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était un peu scandaleux, et ce qui est interdit normalement par le droit commercial, enfin par le code de la consommation. Vous n'avez pas le droit de faire de vente groupée, et eux, ils l'ont fait. Et par rapport, juste pour terminer, je crois que j'ai... Ah oui, alors sur l'invitation à quitter Paris, là, c'est surtout les étudiants dont les chambres des Crous vont être prises pendant l'été. Oui, à cause justement de la congestion, des transports, etc. Voilà, et bon, ça, voilà, c'est les contradictions. C'est comme, alors, là aussi, on est face à nos contradictions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on attend de Paris que ça soit. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on attend des Jeux Olympiques que ça soit un accélérateur d'un certain nombre de choses, et ça a été fait en termes d'infrastructures sportives. Ce qui est vrai, c'est quand on compare la métropole parisienne avec des métropoles dans des pays équivalents en termes d'équipements sportifs, etc., on est plutôt mal lotis. Alors, est-ce qu'il faut se comparer et dire bah oui, mais ça suffit quand même en nombre de piscines, par exemple, on en parlait, essayez d'aller à la piscine à Paris, vous comprendrez vite. Mais voilà, donc ça a effectivement accéléré, mais je pense que derrière, ce qui est intéressant, c'est que les arguments et l'imaginaire, c'est un argument pro-marché. C'est-à-dire, c'est vraiment le fameux ruissellement de notre cher président de la République. Là, c'est toujours, voilà, ça crée tant d'emplois. On n'est pas sûr, mais on attend toujours des effets indirects plutôt que des politiques publiques qui auraient pu être directes. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'on a besoin des Jeux Olympiques pour dire, à un moment donné, on construit, on améliore le métro, on construit des piscines, etc. Et je pense que le débat, il mériterait peut-être d'être placé là. C'est-à-dire plutôt que d'attendre des retombées indirectes, de dire, non, on fait des politiques directes, ça ne nous coûtera pas forcément plus cher et on peut remplir directement nos objectifs. Voilà, j'ai été très long, je vais m'arrêter là. Eh ben, merci à tous. Donc, vous avez vu, c'est très intéressant. Il y a plein de numéros des cahiers d'histoire à vendre là-bas. Il faut aider les revues en plus. Donc, en achetant un numéro, c'est une manière de les aider parce que c'est dur dans la période actuelle. J'en profite pour faire quand même un peu de promo sur La Pensée, qui est une aussi des revues éditées par la Fondation Gabriel Péri, notamment sur le numéro Sport et Émancipation. Nous allons faire une pause de déjeuner. On remercie d'ailleurs, je ne connais pas son prénom, mais l'association Solidarité Indonésie qui fait des très très bons plats indonésiens. Et on se retrouve surtout cet après-midi, donc on pourra sur la conférence conclusive avec notamment Bernard Thibault reparler des enjeux actuels sur les JO 2024. Mais dès 14h, nous allons d'abord avoir une autre table ronde sur les sports, passion et commerce bon ménage pour essayer de voir justement les enjeux commerciaux, financiers et mercantiles des sports. Et je dois passer la parole. Oui, j'interviens au nom du Mouvement de la Paix qui a un petit stand là. On a ce stand parce que l'agenda de cette année 2024 est axé sur sport et paix. Voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse. Et dans chaque semaine, il y a la présentation d'un acteur, d'un sportif. Et donc, dans l'agenda, il y a 12 personnes, hommes ou femmes, qui sont investis dans les Jeux Olympiques et le sport et la paix. Et je
Je termine parce que j'ai oublié de remercier nos 3 intervenants. Merci beaucoup et bon appétit.